Salut. Hello. Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 6. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des intervenants de qualité, surtout en matière d'événementiel. Nous avons le plaisir d'avoir à ma gauche Cédric Pellerin, Charlotte Couffrand de l'agence Juillet et Simon Fougère et Gaëtan Laurent de l'agence Aoyos. Bonjour. Bonjour. Hello. Et bien sûr, mon acolyte, Alexis Montuel. Donc le casting est presque parfait en fait. Oui, sur les caméras. Aujourd'hui, au sujet de notre ping-pong show numéro 6, donc l'événementiel, mais surtout une grande question, comment on organise un festival et comment on vit de l'événementiel. Mais tout d'abord, je vais laisser nos intervenants se présenter. Cédric. Merci à vous de nous avoir invités pour ce 6e épisode du Ping Pong Show. Et donc moi je suis Cédric Pellerin, je suis le fondateur de l'Electropool Party et directeur général de l'agence Juillet. Charlotte. Ok, donc moi c'est Charlotte et je travaille avec Cédric sur l'Electropool Party, notamment en charge des partenariats. Et puis je suis donc la présidente de la SAS Juillet. Depuis 2020, l'agence Juillet a été créée en 2020 en plein Covid. Ok. Et elle a été créée au mois de... Juillet, tout va bien. Et d'ailleurs, on va dire que votre épisode, c'est pas le 6, mais le 7. Non, ok, on garde le numéro 6, mais ça aurait été cool. Je suis complètement... Le 7 du mois de juillet. le 7, c'est aussi mon anniversaire, ça aurait pu être un clin d'œil, je sais pas. Vous avez Le 7 juillet ? Non, le 7 novembre. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, allez. Ça n'a rien à Simon, Sans transition. Écoute, Simon Fougère, du coup. le micro, Simon, n'oublie pas. Excuse-moi, on est un micro pour deux, très mal équipé ici, hein, c'est fou. Logitech renvoyé, merci. Logitech, envoyez-leur un peu de contenu, un peu de matos, s'il vous plaît. Du coup, je suis DJ, organisateur d'événements, je suis aussi producteur. Donc, je fais pas mal de choses avec Gaëtan, notamment l'organisation d'événements. Et après, toute la partie musicale qui est plus personnelle. Ça fait plus longtemps que tu fais de la musique que tu fais de l'événementiel. Oui, Ok. exactement. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Mes parents m'ont mis au violon à 2 ans. Ouais, ok, fun fact, j'aime bien. J'aime bien, ça se tient. Et du coup, pas sûr que j'organisais encore des concerts de apéros, violon, des ouais. goûters à l'école à cet âge-là. Donc non, ça fait plus longtemps que je fais de la musique. Ouais. Exigeant le violon comme instrument. Belle école. Gaëtan. Yes, Gaëtan Laurent, fondateur de l'agence événementielle Aoyos. On organise des événements pour les entreprises en B2B, notamment beaucoup sur Paris. Et cofondateur du coup avec Simon du festival l'Orléanais qu'on organise depuis 4 ans maintenant. Ça fait combien de temps à Oyos ? 5 ans à Aoyos. 5 ans, mais j'avais un CDI avant dans une autre boîte et donc du coup concrètement ça fait 2 ans que je suis à fond dedans. On est un peu sur le même truc, quoi. Vous avez le même parcours Ouais, on est à peu près sur la même chose. Ok. Et toi, Alexis, quel est ton parcours ? Alors moi, j'ai 3 boîtes d'événementiel. Pas du tout. Ok, 40. On m'a déjà présenté 50 fois ici. C'est pas faux. Responsable photographie chez Bouti. Responsable photographie. Ouais. Directeur, Attends, on avait loupé directeur. ce- Directeur Head of Ok, photography. ok. CEO of the photograph. C'est ça. On va rentrer dans le vif du sujet, qui est la création de festivals. Vous avez à votre actif le PP du côté Juillet et l'Orléanaise, comme vous avez dit juste avant pour Aoyos. C'est quoi les particularités d'un festival et c'est quoi les plus grosses difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous organisez le PP ? Oh là là, la question. Quelle est la différence entre un concert ou un événement plus classique et un festival ? Donc vous qui aviez l'Orléanaise à l'époque et maintenant que vous allez avoir l'Orléanaise Festival. Et vous, entre des événements plus classiques et l'Electropool Party, c'est quoi les vraies différences de tout ça ? Je pense qu'un festival, tu pars vraiment à 100% de l'expérience festivalier. C'est-à-dire que pour le coup, un concert, tu vas avoir une salle, tu vas avoir un artiste qui va jouer et puis c'est à peu près tout. Là, tu vas vraiment penser expérience du festivalier, de l'artiste, du partenaire, etc. Donc tu vas tout mettre en place pour que tout le monde vive une vraie expérience waouh. Donc pour le coup, il y a bien entendu l'artiste, il y a bien entendu la programmation, le line-up, la scénographie, mais tu vas avoir la décoration, tu vas avoir les stands, tu vas avoir le village partenaire, tu vas avoir tu vas essayer de créer, tu auras de la décoration, tu auras une thématique que tu vas essayer de mettre en place. Donc tu vas créer toute une histoire autour de l'événement, alors qu'un concert, c'est quelque chose un peu plus binaire, un peu plus simple. Ouais, exactement. L'idée d'un festival, c'est aussi de rassembler des artistes avec une programmation assez variée, généralement, où tu peux voir plein d'artistes en même temps sur une période définie, 1, 2, 3 jours. C'est ça qui est intéressant comparé à un concert, entre guillemets, lambda, où tu vas
plus le voir pour un artiste en particulier. En tout cas, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et pour répondre à ta question, quelle est la différence par rapport à ce qu'on fait au quotidien ? Ce qu'on fait au quotidien, on va plus répondre à des demandes de clients lambda, entre guillemets, qu'on va recevoir. Et donc, du coup, on peut être créatif, mais l'idée, c'est quand même de suivre un brief initial, alors que le projet qu'on a créé avec le festival, et notamment l'Orléanaise, c'est un projet qu'on a imaginé de toutes pièces, qu'on a créé, qu'on développe au quotidien et qu'on veut faire grandir. Donc, c'est aussi un projet kiff, entre guillemets. Et l'idée, c'est effectivement de l'amener le plus loin possible et d'être super libre dans ce qu'on fait et de pouvoir l'emmener vraiment sur des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées au départ avec Simon quand on a créé l'Orléanaise Rooftop qui aujourd'hui va devenir un festival. Ouais. Après, la différence aussi, c'est que sur un festival par rapport aux événements plus classiques, en fait, où les clients viennent nous chercher, on va répondre à leur brief, comme tu disais. Là, sur un festival, il faut aussi qu'on aille limite le vendre aux clients, enfin plutôt aux partenaires. Ouais. C'est-à-dire que le festival sans partenaire, il ne tient pas. Il faut des gens qui s'engagent avec nous financièrement. Donc, c'est totalement une autre façon aussi de concevoir l'événement et d'aller le proposer. Et c'est là où Cédric a raison quand il dit qu'il y a toute une expérience. Il faut aussi expliquer ce qu'on vit autour du festival. C'est pas simplement un événement, on va dire, musical. C'est vraiment une expérience à vivre, un instant un peu long qu'on partage tous, donc et partenaires, et clients, et artistes, et bénévoles, etc. etc. Et ce que je rajouterais même, c'est ce que tu disais, Cédric, sur cette expérience un peu festivalier. Le fait d'inclure les gens dans un festival, dans un univers un peu différent, c'est ce qu'on n'a pas du tout en concert. Effectivement, on a vraiment cette notion de sortir les gens dans un autre monde, dans un autre univers, et les inclure dans un endroit qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais qui a été relooké totalement différent et autour duquel il y a vraiment autre chose que simplement que de la musique. Il y a, comme j'ai dit, il y a le décor, il y a vraiment toute cette atmosphère autour qui va vraiment être super importante pour un festival, là où un concert, on va juste attendre un ou plusieurs artistes uniquement. Et pour créer du coup toute cette atmosphère, ces décors, ce village, vous avez des partenaires. Mais du coup, comment vous faites pour les démarcher, ces partenaires-là ? Comment vous leur présentez la chose ? Qu'est-ce qu'ils ont en fait à gagner sur les festivals À gagner, ça dépend ce qu'on appelle à gagner. C'est-à-dire qu'en fait, le basique, ça va être de la visibilité. On va leur accorder d'être vus et de pouvoir peut-être être connus auprès d'une cible grand public selon ce qui les intéresse. Mais nous, ce qu'on aime bien trouver chez les partenaires, c'est vraiment justement un partage des valeurs qu'on va proposer sur le festival. Donc on a envie de trouver des partenaires qui ont envie de faire vivre le territoire, qui ont envie de se reconnaître dans la musique ou les artistes qu'on peut proposer, et puis qui se reconnaissent aussi dans tous les festivaliers qui vont venir nous voir. Alors dans le cas de la Pool Party, c'est un festival plutôt familial. Donc on a envie d'avoir des partenaires qui veulent participer avec nous à la vie du territoire, promouvoir donc la ville de Blois là, pour l'endroit où on est, et puis cet aspect un petit peu unique de la piscine, voilà, l'électro dans la piscine. Parce que l'électro pool party, c'est une pool party. C'est jamais, hein. C'est jamais si on a des gens qui parlent pas anglais. Cool, je préfère. pool, c'est Ça piscine. rajouter ça en Ouais, il écran, faudra ouais, l'écrire ouais, parce c'est que la- on sait jamais. ouais. Avec une photo. C'est la plus grande pool party de France. Exactement. La plus C'est grande. la plus grande pool party. C'est ouais. Une grande pool party de France et presque ouais. Ça accueille combien de festivaliers en moyenne On est alors pour le coup on est limité parce que alors on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le lieu est pas du tout adapté pour accueillir ce genre d'événement. C'est-à-dire que c'est une piscine avec des prises électriques et puis débrouillez-vous avec ça. Donc le lieu est vraiment pas adapté et donc gros chemin, des grosses négos pour avoir toutes les autorisations auprès des autorités compétentes et pouvoir organiser ce genre d'événement. Donc on est limité à 1500-2000 personnes. Voilà. À partir de 2000 personnes, il y aurait beaucoup plus de contraintes sur le festival au niveau des issues de secours, au niveau des flux. Et ça serait impossible sur un lieu comme l'Aglo, ça serait impossible à réaliser. Il faudrait construire une piscine juste pour l'électro pool Ouais, party. c'est ça. Ou alors casser l'enceinte l'enceinte, les grilles autour pour essayer de reconstruire quelque chose. Mais en gros, en l'état, on pourra pas développer et faire un festival avec 10 000 personnes devant la scène, ce sera pas possible. Dans cet endroit-là, en tout cas. Ok. Et l'Orléanaise Rooftop, c'était combien la capa ? Alors, on était sur une capacité en dessous de 1000. Ouais. Et en turnover, on avait fait notre record à 3700 l'année dernière. Mais Du coup, sur la dernière édition. sur la dernière édition. Donc la totalité de l'événement, il y avait beaucoup de monde, mais on est limité à peu près 900 personnes en fait sur le toit parce que ça reste assez petit en réalité. Hein. Ouais. C'est rigolo en fait, il y a un festival sur un toit, donc en termes de sécurité c'est pareil, hyper limité, et nous on est dans la piscine, c'est bien, Avec 2 prises. on aime bien se simplifier la vie je crois. Mais du coup, ça se développe maintenant pour vous et vous allez partir vers un autre lieu. Et du coup, ça va être votre prochain projet, c'est quoi du coup ?
Ouais, exactement. Bah, c'est vrai qu'on a monté l'Orléanaise Rooftop avec Simon. De base, l'idée, c'était de construire quelque chose qui avait jamais été fait sur Orléans. Donc un festival sur un rooftop, pas forcément un festival, une garden party sur un rooftop. Et ça fait un moment qu'effectivement, on arrive à notre capacité maximum et que du coup, on est assez limité aussi par rapport au lieu. Pour ceux qui le connaissent, c'est un lieu qui n'est pas forcément pratique d'accès, etc. Donc pour développer des choses à l'intérieur, c'est assez compliqué. On est dans plein de rues piétonnes d'Orléans, etc. Donc vraiment, il n'y a rien de simple. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire évoluer cette garden party en festival. Ça fait un moment qu'on cherche un lieu. Pour être honnête, ça fait peut-être 2 ans qu'on est sur le coup et qu'on voulait déjà faire évoluer, mais effectivement, les planètes n'étaient pas alignées pour que ça se fasse à ce moment-là. C'est enfin le cas. Et donc du coup, effectivement, on va bouger de lieu et on va aller à l'île Charlemagne, à Orléans, qui est un lieu du coup beaucoup plus grand, beaucoup plus libre en termes d'espace, qui ressemble, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout, à une base de loisirs, donc avec beaucoup de place, une petite plage, etc. Et l'idée, en fait, c'est d'aller là-bas pour construire le futur, de prendre qu'un petit espace pour le moment, mais de pouvoir grandir avec cet espace au fur et à mesure des années. Super. Donc une belle perspective d'évolution. Une belle perspective d'évolution, beaucoup de choses qui vont changer par rapport à l'initial. À l'initial, c'était aussi un festival qui était gratuit, ouvert à tous. Cette année, on va passer en payant, forcément. Gratuit parce qu'on avait des partenaires. Comme on l'a mentionné, effectivement, aujourd'hui, les partenaires, c'est quelque chose de vraiment très important dans la construction d'un festival. Donc, du coup, c'était rendu possible grâce aux partenaires. Là, on garde ces partenaires qui vont nous suivre sur cette année encore, qui vont participer à l'évolution du festival, mais malheureusement, pour des contraintes logiques budgétaires, on est obligé de faire un festival qui va devenir payant. Mais qui dit un festival payant, on va dire aussi des artistes beaucoup plus connus, etc., des moyens beaucoup plus gros, une scène beaucoup plus grosse, etc. Un accueil de 5000 personnes au lieu de 1000, comme le disait Simon. Ouais. Donc c'est un x5 quand même, donc c'est super. Ouais, les capacités grandissent vu que de toute façon c'est une base de loisirs comme tu l'as dit et que du coup il y a beaucoup plus d'espace. Ouais, exactement. Au niveau des réglementations et au niveau de la sécurité, ça évolue aussi du coup. C'est plus compliqué, Alors c'est compliqué sans être compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ouais. Mais comme l'a dit Gaëtan, en x5. C'est-à-dire que comme on accueille plus de monde, il faut faire plus attention à tout ce qui est sortie de secours, évacuation. Il faut toujours penser et imaginer le pire, comme ça si jamais le pire arrive, en fait on est prêt et on a anticipé déjà la chose. Donc en fait, notre boulot avec Gaëtan en ce moment, c'est vraiment ok, mais imagine il se passe ça, donc en fait on se met un peu la tête vous faites des à l'envers avec des... Ouais, voilà, exactement. Vous assumez le fait de faire des cauchemars. Exactement, parce que du coup, en prévoyant ce genre de choses, on est sûr qu'il se passera aucune galère imprévue, et du coup la galère... On va ressortir ça après, voilà. Ça va ressortir ça. Exactement, on mettra cet extrait si jamais il se passe un truc... Non, mais en tout cas, s'il y a un problème, en fait, on aura prévu et anticipé la solution au problème, et du coup, on pourra gérer le problème dans le meilleur des moyens. Et du coup, effectivement, on débloque énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place supplémentaires par rapport aux autres années pour assurer la sécurité, évidemment. Et ça, c'est hyper important dans l'événementiel. Alors, organisation de festival ou organisation d'entreprise en B2B, comme nous, on peut le faire aussi avec Juillet, c'est-à-dire que on prépare toujours la catastrophe, on prépare toujours le plan B, le plan C, au cas où il se passe quelque chose d'un peu compliqué à gérer. Donc, comme ça, on est aussi, nous, plus détendus et plus sereins. Mais en effet, c'est une préparation en amont qui doit être nécessaire. Vous pouvez mettre plus de toilettes aussi ? Ouais. Ça, les toilettes... Là, je m'attendais pas à la question, c'est pour ça que j'ai bugué. Ça, les toilettes, Antoine, c'est le sujet. Tu peux faire le meilleur festival que tu veux. Et là, je vais te dire, tu peux mettre les meilleurs artistes que tu veux. Tu peux avoir une super expérience festivalière, une ambiance incroyable, etc. Si les gens ont fait la queue aux toilettes, ton festival, il a des mauvaises notes. Les gens, ils te disent « Ah, qu'est-ce qu'on a passé une mauvaise soirée, il a fallu attendre 40 minutes pour aller faire en général, c'est les temps d'attente en général sur un festival. C'est-à-dire au bar, à l'entrée, les toilettes. Et on l'a vu avec Cercle à Chambord quand ils avaient essayé d'organiser leur gros événement. Où là, pour le coup, les temps d'attente étaient d'1 heure, 1 heure et demie par pôle. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait attendre 4 heures avant d'avoir sa bière, de rentrer et puis de pouvoir profiter du festival. Donc, ouais, les temps d'attente en général, c'est aussi... Voilà, on essaye tout le temps, encore plus chez nous, parce que l'endroit est vraiment exigu, de travailler pour que ça soit le plus fluide possible. Mais Et puis, je vous rassure, même sur un événement gratuit, les gens y râlent. Oui. La petite anecdote, c'est qu'avec Simon, la première année, on n'a pas mis de toilettes. Et en fait, les gens sortaient aux toilettes publiques pour aller aux toilettes publiques et re-rentrer. Et les agents de sécu, ils étaient fous.
Et il nous disait non mais les gars, vous êtes sérieux? Il devait se rappeler de toutes les têtes pour refaire rentrer les gens. Les toilettes qui étaient pas si loin au final, qui étaient à 50 mètres je pense du festival. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à mettre des toilettes. Donc première erreur de débutant sur la toute première. Bon, c'était assez anecdotique mais bon. Et on a vu une nana qui bosse avec nous qui s'appelle Christelle, qui résume bien ce qu'on disait, qui disait on prépare le pire pour qu'il y ait que le meilleur qui se passe. Ça résume un peu ce qu'on se disait juste avant. C'est beau. Et, On va l'écrire. Épitaphe. vous avez un truc à l'électro-party, je crois que ça m'avait un peu marqué. Vous vendez des marques hors du bar pour que dès que vous arrivez au bar, ça soit servi. Oh là 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 là. C'est là pas ça que vous là. faites? C'était vrai jusqu'à 2022, ça. Ah ouais? Depuis ça. Ah, ça se fait plus. En Non. fait, c'était un système de Non, mais jetons. c'était un jeton, c'était un système tellement ringard. Enfin, clairement, c'est on pas a, ça, on a c'est mis que les ça à gens- une époque où c'était pas ringard. En fait, les gens, en effet, achètent des jetons à l'entrée, et puis après, ils peuvent consommer. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'échange de monnaie entre le barman et puis le festivalier. Les temps d'attente sont raccourcis. Voilà, il n'y a pas de caisse à ce niveau-là. Et puis le problème, c'est que les gens, ils sont en maillot de bain, donc à un moment donné, pour pouvoir garder Ils ont pas de leurs place pour 30 mettre les jetons, jetons. ça devenait un peu Voilà. compliqué. On a abandonné l'idée, donc maintenant, voilà, les gens, ils peuvent. Ils payent On par téléphone, comme on tout le fait monde. un bar beaucoup plus grand avec beaucoup plus de barman, ce qui fluidifie aussi le truc, mais il n'y a plus de jetons. Vous avez prévu du cashless, vous, de votre côté, ou des choses comme ça ou... Ouais, effectivement, cashless. Cashless. Bah non, mais c'était la question, c'est la réponse. Ah non, pour le coup, nous, cashless, on a trouvé que c'était pas, en tout cas, rentable ni approprié pour un festival où on est juste 1500. En fin de compte, on n'avait pas de solution qui était adéquate. On s'est dit, aujourd'hui, la plupart des gens quand même payent avec leur téléphone ou leur carte. Il y a très peu de monnaie, ça se fait quand même de moins en moins. Donc on a misé sur ça et finalement, l'année dernière, on a trouvé que c'était plutôt fluide au bar. C'était plutôt les toilettes, le problème, le bar, ça allait au final. Mais on voit, là pour le coup, sur les modes de paiement, on voit vraiment l'évolution sur les 4-5 dernières années où il y avait une grosse partie d'espèces. Nous, on le voyait sur la pool party, la première, deuxième édition, où il y avait 70-75% d'espèces. Et là, aujourd'hui, les festivaliers, à 80%, Ouais. ils sortent leur téléphone et puis... Et puis c'est une histoire d'anticipation aussi. Savoir que les festivaliers, s'ils sont prévenus en amont, vont payer par carte ou avec leur téléphone, etc. Justement, eux, ils anticipent ça aussi. Ils évitent de venir avec des espèces et finalement, ça fluidifie aussi le service au bar. Bah, puis là, c'est vrai que nous, le cas particulier du fait qu'il y ait la piscine, les gens se préparent de toute manière à laisser au vestiaire des choses. Donc, au final, ils sont déjà en tête d'avoir le moins de choses possible dans leur poche. Donc, voilà. Attends, en face de ton micro quand tu parles. Moi Ah oui, C'est c'est pas comme si elle faisait un podcast depuis 3 ans. C'est pas gentil de dénoncer les collègues. Donc, on notera qu'il est toujours très charmant. Hein. Comment il s'appelle ton podcast? L'instant juillet. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et on a fait un podcast avec Antoine Casanova. De quoi, le réalisateur de cet événement? Ok, ouais. Et franchement, c'est celui qui est le moins écouté. Donc, si vous voulez faire monter l'audience. Moi, je l'ai écouté à l'époque où j'étais stagiaire. Je suis une petite, voilà. Et t'as aimé ou pas? Et t'as écouté le mien parce que T'as un podcast, toi? avec Juillet, ouais. T'as un Oui, mais c'est un podcast secret. Ah oui, mais là, bon, bah, on le mettra en lien en description. Ça marchera bien. Non, c'est le podcast qu'on a fait avec Colsic. Ah oui, j'ai vu Ouais. des photos passer. Je l'ai Ouais. pas écouté, mais j'ai vu des photos passer. Petite question. On va commencer. Parce que quand tu viens et que tu passes pas loin de Romorantin, tu ne t'arrêtes pas à me voir, Nico. Allez hop. Là, ça c'est envoyé. Vous nous avez parlé de vos événements respectifs. Vous êtes passé par quelles étapes pour les monter? Et en fonction de ces étapes, est-ce que quelqu'un comme moi ou comme Alexis, on peut monter notre festival du jour au lendemain un peu? C'est quoi les étapes d'un Ouais, c'est quoi les étapes? grosses étapes d'un... S'il y a un jeune qui écoute le podcast, là, comment on fait pour... Ce qui est compliqué, là pour le coup, vous y êtes vraiment, parce que c'est avant la première année. C'est vraiment alors, mettre en place le concept, déjà avoir l'idée sur un concept de festival, sur un endroit, imaginer un petit peu la trame et le scénario qu'on veut écrire. Voir si financièrement déjà commencer à penser à un budget prévisionnel, c'est quelque chose qui peut être un minimum rentable, en tout cas pas perdre de l'argent sur une édition 1. Et puis après, il faut le vendre. C'est-à-dire qu'il faut le vendre aux autorités, il faut le vendre, nous, pour le coup, au centre aquatique de Blois. En gros, encourager le directeur à se mouiller, à dire « Ok, on accueille un festival électro dans ma piscine ». Et puis avoir les autorisations auprès de la préfecture, après, Oui, ce que je vais dire. auprès de la mairie, Et ça auprès, prend combien de temps? et ça, pour le coup, alors c'est
très très long. Nous, on a eu l'avantage, c'est qu'en fait, en effet, le directeur de l'agglo était fan de musique électro. Il avait énormément aussi de contacts au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture. Voilà. Donc il y a plein de choses aussi qui ont été accélérées du fait qu'on pensait en plus à ce projet depuis très 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 longtemps. Donc on est arrivé avec un dossier assez ficelé. Donc, mais il n'y a pas de bonne, enfin il y a pas de timing idéal. Ça peut des fois prendre 3-4 mois, mais ça peut prendre des années. Enfin, je sais pas, vous, de votre côté. Bah, nous, pour l'exemple, la première édition de l'Orléanaise Rooftop, on l'a créée pendant le Covid. Quand tout s'est un peu réouvert, on s'est dit ce serait cool de faire un événement. Là, tout a été annulé. On est en plein mois de juin. Il n'y a rien qui est prévu. Viens, on organise un truc. Et on l'a fait en 2 mois pour que ça se déroule début septembre. Donc, ouais, en l'espace de 2 mois et demi, on a fait tous les papiers, on a eu toutes les autorisations, etc. Ça s'est dégoupillé très très vite, malgré toutes les contraintes qu'on a eues, et on s'est beaucoup donné sur la première édition. On était vraiment à fond du début, du matin jusqu'au soir. Et après, en fait, sur les autres éditions, on a toujours essayé d'anticiper le plus possible, mais effectivement, les autorisations, mairie, préfecture, institutionnelles, en fait, peuvent mettre du temps parce qu'ils ont en fait des délais et d'acceptation de dossiers, etc. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter un dossier avant telle date, ils peuvent l'accepter que pendant telle période. Tu as des grosses périodes en fait. C'est ça. Et du coup, nous, on s'était rapproché de la direction de l'événementiel qu'on avait connue via différents événements ou rassemblements à Orléans avec des jeunes, etc. Et du coup, on avait pu avoir un contact avec eux. Ils nous avaient dit, OK, présentez-nous un petit peu votre idée. Donc, on avait présenté un PDF, etc. avec un PowerPoint. Et ensuite, on avait fait un petit dossier. Et ils nous avaient dit, OK, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous voulez là? OK, par contre, il nous faut ça, de la sécu. Il vous faut tel truc. Il faut que vous soyez assuré sur telle chose. En fait, ils nous ont fait un petit peu un listing. Nous, ensuite, on est retourné bosser. On a fait toutes les démarches nécessaires. On leur a renvoyé ça. C'est passé en comité de programmation et c'était parti, quoi. Après ça s'enchaîne. Mais en fait, le plus dur au début, c'est de trouver un lieu, je trouve. En tout cas, nous qui faisons des choses assez proches du centre-ville, voire en centre-ville même, c'est assez compliqué de trouver un lieu qui dérange le moins de personnes. Vendre ça aux mairies pour leur dire oui, les riverains ne seront pas trop dérangés, parce que l'idée, c'est pas de faire plaisir à certaines personnes pour déranger les autres. Ah, bien sûr. Donc, tout le monde doit faire des concessions. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le dossier le plus fourni possible. Et pour que, nous, on a toujours en tête ce qu'on veut faire, mais les gens en face, pas forcément. Du coup, il faut leur présenter de A à Z comment ça va se passer pour que eux soient le plus rassurés et se disent, OK, on se projette bien dans votre événement, on sent que c'est carré, et là, vous pouvez y aller et le faire. Et donc, sur la première édition, personne n'avait pensé aux toilettes. Alors, on y avait pensé. Pour être honnête, sur la première édition, tout le monde est venu gratuitement. Donc, tous les prestats sont d'une manière gratos parce qu'on était en sortie de Covid. Donc, ça nous a coûté 0, ça nous a rapporté 0. Mais du coup, on avait 0 aussi à la base. Et donc, du coup, on avait 0 budget pour les toilettes. Et donc, du coup, l'idée, c'était plus ça. C'était qu'on n'avait pas de budget pour mettre des toilettes. On s'était dit, bon, pour la première, ça passera. Bon, évidemment, c'était pas forcément très, très simple de ne pas en avoir. Évidemment, sur les autres dates, après, il y avait des toilettes. Mais ensuite, du coup, après, on a dû effectivement trouver de l'argent pour réaliser le festival et avancer dans le temps, quoi. Parce qu'il y a un truc dont on parle pas, c'est le prix des toilettes. Je pense que les gens se rendent pas compte. Le prix des toilettes, ne serait-ce que pour 500 personnes, c'est... Une fourchette Ouais. de prix, On parle bien des toilettes que tu mets comme ça, comme les toilettes de chantier. Ouais, ça peut te coûter 1000, 2000 euros pour 500 personnes, quoi. Ouais. Et Ça 2000 reste euros énorme. pour 500 personnes, quand tu as des partenaires, etc., nous, du coup, on pouvait le faire, on pouvait le mettre. Mais t'imagines bien quand il y a 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes, en fait, il te faut des chiffres hallucinants de toilettes, plus les vider. Donc, il faut appeler la société pour qu'ils viennent les vider, etc. Et en fait, c'est des coûts qui sont exorbitants. Le prix juste pour que les gens aillent aux toilettes, c'est fou. On pourrait payer des artistes internationaux avec ça. Vraiment. C'est soit tu vois un artiste du top 100. C'est ça. Soit tu vois un artiste du top 50 Spotify, soit tu vas aux toilettes. Je suis sûr, tu le vends comme ça. Il laisse tomber les toilettes. Mais par Non, contre, les gens beaucoup aiment plus leur personne confort voit. quand même. C'est foutu. Du coup, à Electropool Party, on a des toilettes cette année ou des artistes internationaux? On a les deux à On a la les plupart. deux, Tu veux répondre à ça ou tu veux que je parle des toilettes? On aura les deux aussi. Les hein. artistes internationaux. Non, parce en que- fait, alors nous, on a des toilettes qui coûtent très cher.
mais parce que en fait la qualité se paye toujours. C'est-à-dire qu'en fait, attention, hein, il faut aussi respecter les prestataires avec qui on travaille. Et nous, on a fait le choix sur la pool party parce que c'est en plein air et puis parce que c'est l'expérience festivalier. D'avoir, au-delà des cabanes de chantier, un vrai système de toilettes éco-responsables, etc., qui sont nettoyés régulièrement. Donc, il y a du personnel qui est là toute la soirée. Donc, effectivement, c'est un pôle qui coûte assez cher, mais c'est important pour l'expérience festivalier. Et donc, comme ils sont là toute la journée, ils vont forcément aux toilettes. Et en plus, comme on a un public avec des enfants, alors quand je dis enfants, c'est pas des bébés, hein, mais on a pas mal d'enfants entre 10 et 15 surtout ans l'après-midi, qui viennent l'après-midi. Donc voilà, on peut pas s'amuser à leur dire vous allez faire pipi derrière la piscine discrètement ou faites pipi Non, dans dans l'eau. l'eau, c'est mieux. Voilà. Non. Donc voilà, mais on a aussi des DJ internationaux évidemment. Évidemment, Bien la entendu. toilette Mais et DJ internationaux. depuis la première édition, je crois qu'on a des DJ internationaux. Mais par contre, il faut être clair sur ça. Enfin, tu vas peut-être en parler, Cédric, mais si vous voulez être millionnaire et que vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne faites pas de festival. Hein. Ça, c'est clair et net. Faut être encore sur les toilettes. Merci Non, Charlotte, non, le mais message est passé. voilà. Là. On fait un festival, on s'amuse, on le fait parce que ça nous plaît de faire ça, de valoriser la qualité des prestations qu'on peut faire, des prestataires qu'on a sur le territoire, de voir des artistes exceptionnels et de les apporter chez nous, voilà, sur un territoire qui n'a pas beaucoup l'occasion de voir des artistes comme ça. Ok, on essaye de ne pas perdre de l'argent, mais de là en gagner, voilà, ça c'est un autre sujet. Hein. Du coup, si vous avez quelques conseils à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'événementiel et créer son festival, c'est quoi les conseils? Je pense qu'il faut se lancer déjà dans créer un événement, pas forcément un festival, mais un événement lambda. Nous, la première orléanaise, c'était au Pavillon en 2017. Ça a totalement bidé, c'était un scandale. Mais la première, c'était là. Et elle a bidé, elle n'a pas fonctionné, mais c'est des enseignements qui nous permettent de grandir, d'apprendre et surtout d'itérer pour la suite. Et donc, du coup, je pense que la première étape, c'est effectivement de tester, de tenter, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après, je pense que le réseau, les connexions, c'est aussi important. Et nous, je pense qu'on a été aussi bons là-dedans. On a un bon réseau, je pense, tous les deux avec Simon. Et c'est aussi ce qui fait que tu arrives, entre guillemets, à passer des étapes. Et d'étape en étape, tu rencontres encore d'autres personnes qui te permettent de grandir. Et je pense que de fil en aiguille, c'est comme ça que tu arrives à construire quelque chose d'assez gros. Et puis être entouré en général. C'est-à-dire que nous, quand on a créé Electrolab Events il y a maintenant presque 10 ans, l'idée c'était d'avoir, alors c'était un groupe de potes, mais d'avoir aussi des gens impliqués qui ont des vraies compétences. Pour le coup, il y en a que tu vas mettre au pôle toilette, d'autres que tu mettras au pôle bar, mais en fait voilà, l'idée c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice aussi et co-construise. Même si toi tu as eu l'idée où on est à 1, 2, 3 à avoir eu l'idée de départ, l'idée c'est voilà, de s'entourer de gens qui font grandir avec toi le festival. Mais je suis d'accord avec le faire. Moi, je trouve que c'est vraiment essentiel parce que c'est pas facile de donner un conseil. Il y a plein de choses à prévoir quand on organise un festival et de toute façon, tu te plantes. Il y a un truc que tu oublies, il y a un truc que tu as mal fait, il y a un mec qui va pas être content, c'est sûr. Donc, mais c'est pas grave, en fait, fais. Parce que il y a que comme ça que tu vas savoir si tu es capable de le faire. Puis si tu t'es planté, c'est pas grave, tu refais pas. Soit tu es en capacité de refaire le deuxième, soit tu fais autre chose et c'est tout. Hein. Et puis même, faut pas avoir peur de faire des événements gratuits ou en partenariat avec des institutions comme les mairies, la région, etc. Parce qu'en fait, ils sont vraiment en demande d'animation, justement d'animer la ville, d'animer telle place le samedi après-midi pendant un marché, etc. Ça peut commencer comme ça, mais derrière, ces gens-là voient qu'on travaille sérieusement et derrière, tous nos rêves et nos espoirs sur d'autres événements, en fait, on peut leur en parler et ils sont prêts à nous suivre et à nous accompagner pour mettre en place ce genre de choses. Et eux peuvent nous mettre en relation avec d'autres personnes qui vont encore plus faire avancer le projet. Ça me rappelle une citation du grand maître à penser Antoine Casanova qui disait « Des fois, le bénévolat, ça paye. » Ah Ouais. Le bénévolat, ça paye. Ouais. Et ça, c'est dans le podcast de l'Instant J. T'as vu, je refais ma promo. Est-ce qu'il y a des écoles pour apprendre à faire des événements, ou en tout cas à travailler dans l'événementiel? L'école de la vie. Ça vient aussi d'Antoine Casanova, ça ou Le bénévolat, ça paye, c'est la page 10. Il faudrait que je vérifie un petit peu les sources, mais ouais. Non, mais comme on l'a dit justement avant, en fait, c'est en faisant les choses qu'on va apprendre de nos erreurs et qu'on va justement développer ce genre de choses. En fait, faire une soirée à la maison, c'est juste la première étape. Faire une première soirée où justement on pense à boire, à manger, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Dans les toilettes, parce que là, il y en a. Logiquement, chez toi, tu as des toilettes, donc...
Mais c'est la première base. Et tu fais ça, en fait, si tu as envie de faire des événements, tu as juste à faire des petits événements et tu verras que petit à petit, tes rêves vont grandir et petit à petit, tes possibilités aussi. À ma connaissance, il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de choses. Si aujourd'hui, il y a des écoles. Bah, moi, j'ai une alternante qui bosse avec moi, donc si on parle école type scolaire, je crois qu'elle est à l'ICEFAC à Paris, qui est une école autour de l'événementiel. Il me semble qu'il y a l'EFAP aussi, qui est une école autour de l'événementiel, sur Paris également. Ah, mais autour de l'organisation. C'est les deux que je connais. Alors, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais je sais que c'est 2 écoles qui sont sur le volet événementiel et qui sont, je crois, assez renommées. En tout cas, c'est des institutions qui sont là depuis un moment. Mais je pourrais pas rentrer plus dans le détail sur quelle formation exacte ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas forcément besoin du coup d'école. Bah, en fait, ce qui est intéressant quand même dans les formations, on va dire, de communication plus large, c'est qu'aujourd'hui, l'événementiel, ça fait vraiment partie de ces formations-là. C'était pas le cas il y a quelques années. On faisait des formations de communication généralistes, on faisait de la com dans plein de domaines, graphiques, stratégiques, de l'écrit, de la presse, etc. Aujourd'hui, l'événementiel, ça devient vraiment une partie qui est apprise dans les écoles et qui est vue comme un secteur stratégique de la communication. Ce qui est intéressant, ça montre que l'événement, c'est important dans les stratégies aujourd'hui des entreprises et peut-être des territoires, etc., etc. Donc, ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, ça devienne quand même un secteur dont on pense que c'est un vrai métier. Organiser des fêtes, c'est un vrai métier. Donc, ça peut s'apprendre. Surtout après le Covid. Les gens disons qu'on vous s'est avez rendu c'est compte, mort ouais. après le Covid. Là. On n'est jamais mort, l'événementiel n'est pas mort. Ouais, Mais tu sais, c'est une activité, c'est de l'humain. En fait, après, on peut se poser sur plein de sujets, qu'est-ce qui fait vivre les gens. Mais en vrai, on est tous à avoir envie de faire la fête, de rencontrer des gens, d'écouter de la musique, de passer un bon moment ensemble. Donc, à partir de là... Après, il y avait juste, pendant la période du Covid, une vraie question qui se posait sur comment sera l'événementiel de demain. C'est-à-dire que est-ce qu'on restera sur le digital comme ce qui a eu lieu toute l'année 2020 pratiquement. Les apéros visio. Voilà. Est-ce qu'on va rester sur ça ou est-ce qu'on reviendra au monde d'avant et on repartira sur ce qui fait la France, messieurs dames, depuis très longtemps. Non, mais c'est le contact humain, c'est partager, c'est ces instants de partage ensemble. Et nous, on a vraiment, en créant Juillet, misé sur ça, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer des événements digitaux, on ne voulait pas être sur cette tendance-là, on avait vraiment espoir, parce que c'est ce qui était ancré en nous quelque part, que ça revienne comme avant, et pour le coup, mais il y a eu une vraie interrogation par contre, pendant le Covid, pendant quelques mois, de se dire, est-ce qu'on viendra quand même à ces événements d'avant, dans ces jauges-là, dans cet esprit-là, ou est-ce qu'il y aura quand même des transformations ? Et au final, ça a même changé un peu sur l'événementiel et peut-être sur les festivals aussi, ça se ressent un petit peu. C'est qu'on n'est plus dans les gros événements énormes où nous on le voit sur les entreprises, on fait plus de colloques aujourd'hui à 1000 personnes où il y a un mec sur une estrade qui parle et puis qui dit à toutes ses équipes les grandes lignes de la stratégie à venir, etc. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'événements justement qui sont des vraies expériences, peut-être à plus petite jauge, peut-être avec moins de monde en même temps, mais en tout cas, vivre une expérience, travailler, plus sur vivre une expérience. Voilà. Et donc, ça transforme aussi, je pense, les festivals de musique et les événements culturels en général, parce que les gens attendent aujourd'hui, quand ils se déplacent sur un festival, et ben justement, c'est ce qu'on disait dès le départ, ils ne viennent pas voir juste un artiste, ils viennent découvrir un super food truck, ils viennent, je sais pas, rencontrer des gens qu'ils n'ont pas vus, ils viennent vivre totalement une expérience globale. Et puis même, le festival se fait aussi souvent entre amis. Je dis très... Famille, Ouais, ou en famille, c'est-à-dire pour l'Electropool Party, vous l'avez dit, il y a des enfants, donc ça veut dire qu'il y a des familles, ou alors vous acceptez les enfants de 12 ans seuls, je suis pas sûr. Non, ah oui, et ça, tu fais bien de le préciser, tu vois, ça fait partie des petites anecdotes ça qu'on a appris. Des choses tu vas la auxquelles on n'avait sortir pas à pensé. ce moment-là. Je sais pas, tu Bah veux si que je elle, la c'est sorte parfait, maintenant ouais. Mais écoute, c'est parce que ça fait partie des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais quand on vend les billets de la pool party, on précise pas effectivement, alors on précise pas que c'est un mineur tout seul non accompagné d'un majeur peut venir, quoi. C'est pas, enfin, on précise pas qu'il est obligé d'être accompagné d'un majeur. Et donc on a eu le cas de parents et qui ont acheté des billets pour leurs enfants et qui nous les ont déposés en disant à quelle heure on peut revenir les chercher. Voilà. C'est rigolo. Donc voilà, donc on va le préciser cette année et je le dis officiellement, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas le faire, on ne fait pas garderie, il faut être majeur. Donc les mineurs sont autorisés bien sûr accompagnés de majeurs. Voilà. D'un côté, il y a eu le manque de toilettes et là, il y a eu le manque de parents. Ouais, Voilà, il y en a. Hein. on n'avait pas Il y a des pensé à... problèmes partout. Mais c'est intéressant d'avoir rebondi du coup sur le Covid. Depuis le Covid, vous avez du coup changé aussi vos méthodes de fonctionnement et je pense de communication parce que les méthodes de pensée ont changé. Je ne vais pas vous demander de parler d'une époque que vous n'avez pas connue en organisation, mais
est-ce que les réseaux sociaux actuellement ont changé votre manière de communiquer sur vos événements? Je pense à vous avec votre événement à venir ou même à l'Electropool Party qui arrive. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui change encore sur la communication aujourd'hui pour un festival? La communication sur des événements musicaux, vraiment avant Covid, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on était sur les médias très traditionnels, c'est-à-dire qu'il fallait faire une campagne d'affichage, il fallait faire une campagne presse, il fallait faire une campagne télé, radio, etc., etc. Et puis Facebook est arrivé, et pour le coup, il y a eu un énorme boost sur Facebook, et puis Facebook a commencé à redescendre, Instagram a pris le relais, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que il y a énormément de canaux de communication, mais c'est presque plus compliqué qu'avant de communiquer. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il faut être présent partout. En tout cas, là où est notre cible, donc pour nous, partout. Il faut communiquer en plus différemment. On ne communique pas de la même façon sur TikTok que sur LinkedIn pour notre compte, ou que sur Instagram ou que sur Facebook. Mais il faut être aussi présent un petit peu dans la ville avec l'affichage. Il faut aussi être présent un petit peu en radio. C'est-à-dire qu'il faut être présent partout avec des codes qui évoluent aussi, des codes de lecture, des codes d'attention des gens, etc. etc. Donc en effet, il y a un vrai boost des réseaux sociaux, clairement, et notamment au niveau de la vente de billets. Mais il y a des façons de communiquer qu'il faut aussi apprendre. Il faut aussi qui évoluent des fois d'une année sur l'autre. Donc beaucoup plus de canaux, mais pas forcément plus simple de communiquer. Je dirais pas que c'est plus compliqué de communiquer, je dirais au contraire que c'est plus simple de communiquer, mais vu que c'est plus simple, il y a beaucoup plus de monde et du coup c'est plus compliqué de se faire entendre. Et du coup, être présent sur les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui, mais du coup il y a tellement de monde qui communique, que ce soit des professionnels ou même des particuliers. Sur TikTok, tu le disais, ou même justement sur Instagram, nous ça a été notre gros levier, là où on a été vraiment le plus présent. Et effectivement, en fait, il y a tellement de gens que c'est très compliqué de se démarquer et il faut trouver justement les éléments qui vont permettre de se démarquer, en même temps être suffisamment présent pour que les gens sachent qu'on est là, qu'on arrive, que l'événement vit et se déroule bientôt, mais aussi avoir justement pas trop ce côté harcèlement, à être dans tous les sponsors à droite, à gauche et avoir l'impression qu'on vous suit partout, quoi. Et du coup, là, pour la transition, donc, je prends l'exemple de vous qui passez de l'Orléanaise Rooftop à votre futur festival. Ça va être quoi vos canaux de prédilection, du coup, les réseaux sociaux? Vous allez switcher avec celui de l'Orléanaise Rooftop, vous allez le... En fait, on a commencé le changement de nom, en passant du coup la totalité de l'événement de Orléanaise Rooftop à Orléanaise Festival, pour garder aussi ce côté assez clair et limpide auprès des gens. Et en fait, on va développer encore plus notre communication avec de l'affichage, avec encore plus de partenaires, encore plus de sponsors, etc. Donc du coup, ça va vraiment on va garder les mêmes bases, mais en développant encore un petit peu plus la communication pour, on va dire, être raccord avec l'évolution du festival. Le mieux, du coup, c'est de communiquer sur les artistes ou sur les toilettes? Là, pour le coup. Les gens ont pris le coup maintenant, les toilettes, ils sont habitués sur les dernières éditions, c'était donc il n'y a pas de problème maintenant. Donc il y aura bien des toilettes à l'île Charlemagne, juste au cas où. Voilà. Promis. Pour compléter ce qu'on disait, c'est vrai que nous, on a vraiment commencé à communiquer que par les réseaux sociaux. On n'a jamais fait d'affichage jusqu'à l'année dernière. Et à partir de l'année dernière, effectivement, on a commencé à intégrer ce process d'être un peu dans la ville, etc. Mais c'est vrai qu'avant, on remplissait uniquement grâce au réseau et on ne faisait rien d'autre. Et donc, du coup, ça a été longtemps le cas. On s'est même posé la question si ça valait, entre guillemets, le coup, vu qu'on était un événement gratuit, qu'on était presque sûr d'être plein à chaque fois, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est une bonne passerelle cette année, parce que cette année, le format est quand même différent. Donc, du coup, c'est un peu complexe, il faut vendre des billets. Donc, forcément, on va élargir notre spectre de communication. Mais cette année, effectivement, on a plein de trucs qui arrivent, donc de l'affichage public, etc. Tout ce qui peut être MUPI, dans la ville, les partenariats avec la ville, etc. Mais même pour nos partenaires, c'est important, les médias traditionnels, justement, d'avoir une campagne de pub sur Fun Radio ou d'être affiché sur du mobilier urbain. Ça légitimise aussi le festival. Donc totalement. Donc, du coup, quand tu fais une campagne d'affichage, tu es partenaire pour la campagne d'affichage ou tu la payes? Tu peux avoir des partenariats. L'année dernière, par exemple, on a eu un partenariat avec la mairie qui nous a affiché sur cette centrale, sur le partenariat digital. Mais généralement, il faut quand même lâcher un petit chèque, quoi. Et vous parlez du coup de com sur les artistes, de vendre des billets et tout. Comment on construit un line-up pour vendre des tickets dans un festival aujourd'hui? Comment vous construisez un line-up cohérent et qui va attirer du monde?
Alors, comment plaire, surtout. ouais. Oui, qui va plaire aussi. Déjà, on se base sur les tendances, Ouais. sur la dispo des artistes, parce que n'étant pas Tomorrowland ou le Ziget, ou voilà, pour l'instant. Mais il faut que les artistes soient dispo et en plus de ça, aient envie de venir. Parce que plus on va prendre des artistes qui ont un niveau international et un niveau on va dire, de popularité élevé, plus ils vont être exigeants, autant techniquement qu'en termes de communication, qu'en termes d'événements. Ils vont dire, en fait, non, s'il y a moins de tant de personnes, je ne viens pas. Si vous n'êtes pas capable de me fournir tel feu d'artifice, tel FX de scène, etc., je ne viens pas. Donc, en fait, on essaie de se baser déjà sur les tendances, sur ce qu'on aime, en fait. Nous, avec Gaëtan, on a toujours été, avec l'Orléanaise, sur quelque chose d'assez... house électro parce que c'était, on va dire, la tendance sur ce lieu-là. Là, aujourd'hui, on l'ouvre énormément à plein de styles différents. Mais du coup, voilà, on se base sur ce qu'on aime, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on a envie de représenter et ce qu'on a envie que l'Orléanaise représente. On a envie que l'image de l'Orléanaise soit quelque chose d'agréable, quelque chose de fun et que ce soit pas non plus quelque chose où on va se prendre la tête ou alors un truc trop complexe, etc. Donc, on se base sur ce qu'on aime et on propose aux gens. Il est 17h24. C'est à moi que ça coupe, c'est parfait. Comme ça, c'est l'impolitesse, c'est un de vos. Ah ben, C'est du vrai. Si, mais on l'a vu la marque. c'est quoi le prix hors taxe? C'est quoi le prix hors taxe? C'est un truc de chez vous, ça, c'est du Loir-et-Cher. Bah oui, c'est pour ça que j'ai reconnu la marque. C'est un mec du P20, ça, tu vois. On va discuter, toi et moi, Et Miko, bah, on va ça serait discuter. bien qu'il nous donne des thunes à nous, Oh là plutôt là. qu'à vous, parce qu'il nous doit de l'argent encore. Allez hop, regarde. Coupe au montage. Non, mais les devis sont signés. Merci beaucoup, Simon, de ta présence. Merci à vous pour l'accueil. Est-ce que tu peux pas te recentrer? Non, tu te... Ah, tu veux que je me Non, c'est bon. recentre? Non, c'est bon. Non, ça vous va? Antoine, Pierre, qu'est-ce que je fais? Je me recentre dans le milieu du filet, vous voulez quoi? Chef up. Nickel. Attends, la PM, il est en panique quand même. J'ai vu une inspiration. Non, c'est bon. Il y a une sueur froide. On a 2 secondes, hein. On en était où? On était sur la Tu prog. parles du line-up, On parle hein, de je la pense, quand prog. même. La prog, ouais. On va demander une petite anecdote chacun sur Ouais. le festival. Comment vous gérez la pression avant l'événement? Et après, on va peut-être parler un peu de vos parcours perso Ouais. pour finir. Ok. Et après, Je rebondirais bien sur Gaëtan s'il peut nous donner 2-3 petits trucs, vu que de toute façon, le podcast, vous aurez déjà communiqué sur le festival quand il va sortir. Il sort quand, ce Donc podcast si... Bah, quand eux annoncent leur line-up. Voilà, on est... Enfin, C'est quand la date? C'est 27, 28, 29 juin 2024. Ok. Et en fait, le truc, c'est que là, on attend, pour être transparent, on attend des fonds encore de partenaires. Eh ouais, pour payer le Pour, fond. pour payer les acomptes. Et tu voulais pas ouvrir la billetterie avant, tu vas prendre le risque pour le coup, enfin faire rentrer un peu de trésor pour Bah, justement pouvoir payer. Bah, on se dit qu'on préfère faire 3 mois à fond. En fait, on va avoir les fonds, c'est sûr, parce qu'on a les partenaires, ils sont là depuis longtemps et on sait qu'on va avoir ça, mais... c'est vrai que Ça a prend été du le temps. stress pour annoncer le line-up. Il a fallu. Ouais, nous, on a fait des avances de trésor parce que les partenaires nous avaient pas. Enfin, Ouais, ça, c'est un peu un enfer. Ouais. Parce que là, vraiment, ça coûte beaucoup d'argent. Ah ouais, ça coûte. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ouais, monsieur. ouais. Bonsoir. Après la pub. ouais, je te fais un clap sinon. Ta gueule. Du coup, ouais, on était sur du coup, on va reprendre sur le line-up. Simon nous a bien détaillé ça déjà. Vous, Cédric, comment vous construisez un J'aime bien quand tu me vois comme ça. Monsieur. Des fois, je fais des l'équipe trucs. Électrolab Non, mais Event? c'est Comment clair. construisez-vous C'est un vrai travail, monsieur, le line-up. C'est un vrai travail. Non, en fait, ouais, c'est un vrai travail puisque en fait, il suffit juste pas d'allumer la radio et puis de prendre des artistes qu'on entend tous les jours sur les radios nationales. L'idée, c'est vraiment de construire une programmation qui soit en adéquation avec le public, avec le lieu, avec les différents temps de la journée aussi, puisqu'on met pas, on commence pas à 16h avec du hardcore et puis on finit par de la house à 23h30. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'avoir une évolution musicale, toujours autour de nous de l'électro, mais une évolution musicale. Et puis notre particularité, c'est quand même d'essayer de faire venir des grands artistes internationaux. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très très compliqué parce que c'est des périodes qui sont très demandées. Nous, pour le coup, c'est le 6 juillet, donc c'est en plein mois de juillet, en pleine période des festivals et en pleine saison à Ibiza, à une semaine de Tomorrowland.
Et quand tu leur parles de Blois en France, une pool party, c'est toujours un petit Même peu. si c'est la plus grande de France. Et même si on a des super photos et des super vidéos des autres éditions faites par Multid, c'est toujours un peu quoi. Voilà, il faut vraiment vendre le festival. Mais voilà, notre particularité, c'est vraiment d'essayer de faire venir des artistes du top 100 DJ Mag. Donc, pour pas être aussi, alors on peut en parler rapidement. Il y a Cocorico qui est notamment la semaine d'après nous, qui est sur le week-end du 14 juillet, qui se concentre sur du 100% français. En électro, Voilà, ouais. en électro. Ouais. Donc nous, l'idée, c'est aussi d'amener autre chose à nos festivaliers. Et donc, c'est des vrais négos, parce qu'en général, c'est des artistes qui font 1 ou 2 dates par an en France. Donc on est plutôt fiers, et encore plus de notre programmation de cette année. Pour compléter, c'est vrai que tu as parlé du Cocorico. Nous, on était exactement sur la même typologie d'artistes avec l'Orléanaise Rooftop. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'ouvre en termes de programmation à beaucoup plus large pour évidemment pas faire quelque chose de trop similaire au Coco. Même s'ils ont que le côté français qui prône à 100%. Nous, l'idée, c'était pas de faire que de l'électro parce que sinon, on aurait été vraiment trop proche d'eux, sachant que la date est aussi pas très loin. Rapproché, ouais. Ouais. L'idée, c'est effectivement de rentrer des artistes urbains, par exemple, dans la prog. D'accord. Bon, vous pouvez rappeler un peu vos line-up respectifs, hein, de toute façon, vu que Gaëtan, ça sera annoncé à ce Tout est moment-là. annoncé du côté. Nous, Electropool. tout est annoncé depuis le 1er février. Ouais. Ok. Bah nous pour la prog normalement donc le jeudi on aura Fatal Bazooka. L'idée c'est de faire un truc assez jeune et de viser les étudiants. Le vendredi on aura Tujamo et Julian Jordan qui sont donc 2 DJ prog plutôt axé électro, et le samedi on aura Joker qui est du coup une prog plutôt axé urbain. Ce sont les headliners. Ok. Nous, Julian Jordan, ça fait très longtemps qu'on l'a fait venir, bien entendu. Pardon. Non, nous, pour le coup, c'est un seul soir. Cette année, on ouvre quand même à partir de midi. Donc, c'est midi jusqu'à minuit. Donc, on est sur 12 heures de festival. Donc, c'est quand même 4 heures de plus que les autres éditions. On est très, très content puisqu'on voulait un DJ du top 50 mondial. Cette année, on a Bass Jakers qui fait partie du top 30. On a Dub Vision, on a Sarah Costa, on a Damien Hendrix, on a Allsick, voilà, on a Alice April. Donc, une programmation aussi beaucoup plus riche, vu qu'on est sur une période beaucoup plus longue d'ouverture de festival par rapport aux autres années. Et une autre scène aussi qu'on met en place autour de la piscine, c'est-à-dire qu'il y a la main stage comme d'habitude, mais il y aura une vraie pool party pour le coup, avec une scène qui sera juste à côté de l'eau pour la Petite exclu, ça, mais je Ouais, n'avais pas en interne. Et d'ailleurs, Et c'est pas toujours pas annoncé sur les réseaux sociaux, donc il faudra aussi garder cette Sortira l'année exclu pour prochaine. dans 4 mois. C'est bien l'anticiper tournage de podcast. Waouh. Pour une fois qu'on veut se mettre en avant. Je te jure. Ok, eh bien, au niveau de ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Adrien, à leur demander par rapport à leur festival respectif? Eh ben moi, ce serait du coup, ça serait quoi? Si je me posais la question. Je l'ai pas. Je suis complètement dans le flux. Est-ce que en régie vous avez une question? Non, en gros, c'était comment vous gérez la pression avant le jour J. Comment le matin vous réveillez, enfin le soir, la veille de l'événement, quand vous me préparez, toi je sais pas trop comment ça va. Cette année, ça va être un peu nouveau, entre guillemets, par rapport à l'ampleur de l'événement, mais c'est vrai que les années précédentes... Les années précédentes, les 2 premières éditions ont été effectivement de la découverte, de l'adaptation, mais c'est vrai que nous, on est quand même dans un lieu qui était assez similaire, où on avait à peu près la même configuration. On était quand même en confiance par rapport à l'événement. Il y a toujours des imprévus, mais sur ce type d'événement, on n'était pas non plus trop stress ou trop pression, quelque chose qu'on maîtrisait, sachant que c'est un événement ça fait 4 ans, mais on a dû faire quand même, je crois, pas loin de 11 ou 12 éditions, parce qu'on en faisait plusieurs fois par an. Et donc du coup, au final, c'était quand même quelque chose de routinier, entre guillemets, dans la mise en place de l'événement. Donc ça allait. Cette année, j'ai très peur. Je vous le cache pas, je suis pas bien. Donc pour l'instant, je peux pas répondre, mais je pense que ça va être assez énervé, quoi. Non, mais tu l'as dit, c'est les premières éditions où tout est compliqué parce qu'il y a une découverte, même si on connaît le lieu, il y a une découverte du lieu, de faire travailler les gens ensemble. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et forcément, au fil des années, au fil de l'âge et avec l'expérience, tu gères les choses en général beaucoup mieux. Et puis les gens se connaissent, et puis les équipes se connaissent. Et puis voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as un plan B, un plan C presque pour chaque problème imaginé. Donc voilà, tu deviens un petit peu plus détendu. Donc, mais en effet, la première année, tu dors pas pendant une semaine. Et moi
s'il y a encore une source de problème. Je sais ce que tu veux dire. Non. Non, moi je suis assez axé météo. Ah ouais, ça. Ouais. Et pour le coup sur un festival en extérieur, même si c'est en plein été, pour l'instant on n'a pas eu une chance phénoménale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un 25-30 degrés et un gros soleil par exemple. Encore l'année dernière ça a été, je trouve. C'était beaucoup mieux que l'année d'avant. Ouais. Cette année c'était la moins pire, il faisait 22 avec des nuages, au mois de juillet, c'est juste pas possible ça. Donc voilà, on a des vraies interrogations à chaque fois. Et moi pour le coup je consulte la météo à peu près toutes les heures la dernière semaine, je deviens complètement dingue. Je suis comme toi. C'est un truc de fou. Et nous, on a dû décaler, nous. On a eu un problème où grosse pluie le jour J. Ouais. Et du coup, on a dû reporter au lendemain. On a eu de la chance avec la mairie, ça l'a fait. Mais ouais, ça a été compliqué et c'est pas simple. Et au final, c'est notre record d'affluence. À l'époque, c'est notre record d'affluence, le fait d'avoir décalé au lendemain. Donc, on a plutôt fait une bonne com de dernière minute pour décaler. Mais c'est vrai que je suis comme toi, j'ai la page météo ciel ouverte et je la rafraîchis à chaque fois que je la vois. Donc ouais, c'est un enfer. Mais moi, j'ai quand même appris par cœur les horaires de mise à jour de tous les sites météo. C'est-à-dire que je sais exactement à quel site nous connecter, à quel jour. Je suis complètement cinglé, ouais. Et sur la pression, il ne faut pas oublier les équipes de bénévoles. Alors, je vais faire un petit message de remerciement là, parce qu'effectivement, on a la pression avant, on a la pression pendant. Nous, on travaille sur ce festival toute l'année, donc on est un peu à cran le jour J. Et donc, on est parfois un petit peu stressé, parfois un petit peu sous pression avec nos bénévoles qui sont là, eux, le jour J pour nous aider. Donc voilà, des fois, c'est aussi eux qui nous aident à redescendre un peu parce qu'eux, ils arrivent, ils n'ont pas vécu toute la pression de l'année, ils ont envie de passer un bon moment, ils sont cool, ils bossent correctement et voilà, ils sont là pour nous aider aussi à redescendre un peu parfois. Et c'est bien d'avoir une équipe avec soi qui nous aide à relativiser certaines choses. Voilà. Et c'est un bon sujet, ça. Comment on trouve des bénévoles pour un festival? Haha, Ouais, de ouf. il faut être vachement sympa. Il faut leur payer des sandwichs et des pépitos. Et Les bières. Et puis, comment on trouve des bénévoles? Non, mais en fait, il faut trouver des gens qui ont envie de nous aider le jour J et leur permettre de passer eux aussi une belle expérience. Donc, ça veut dire qu'on essaye que ce soit des équipes qui restent d'une année sur l'autre. Comme ça, ils sont contents de se retrouver. Et puis, on a aussi, on essaye d'aménager, d'avoir beaucoup de bénévoles, plus que ce qu'il faudrait pour pouvoir aménager des temps pour qu'ils puissent aussi, eux, profiter du festival. D'accord. Mais on va pas se le cacher, la première année c'est vraiment la famille, les potes, qui viennent aider. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que plus le festival se développe et grandit, et plus il y a des gens qui nous contactent et qui nous envoient des mails et qui veulent eux aussi venir participer à l'expérience. Donc on voit vraiment l'évolution pour le coup entre la première et maintenant la 5e édition. Ça a beaucoup bougé. T'as besoin qu'on passe un message pour les bénévoles ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On recrute fort. Orléanais Festival. Envoyez-nous un message. Nous, on n'avait pas forcément beaucoup de bénévoles. On avait beaucoup de prestats. Et vu qu'on on était quand même une petite équipe, il y avait une équipe de 8 personnes au bar ou 10. Mais qu'on a tous payé, pour être honnête, qui n'étaient pas forcément du coup bénévoles. Là, c'est vrai que cette année, on va avoir beaucoup de besoins de bénévoles. On réfléchit à la question sans trop se poser dessus parce que ça nous fait peur de ne pas en avoir assez. Mais effectivement, on a eu une année, je crois, une fois ou deux personnes qui nous ont envoyé des messages pour rejoindre l'aventure et donc ils l'ont fait. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, même sur la gestion, etc. Oui. C'est Savoir quelle personne, le nombre de personnes par pôle. Ouais, l'idée c'est ça, c'est de créer effectivement, comme le dit Cédric, des pôles. Et donc du coup déjà tout est un peu plus clair par rapport à qui fait quoi. Mais ouais, c'est assez complexe dans la gestion. J'ai vu qu'il y a des outils même qui existaient pour gérer les bénévoles et tout. On s'est penché dessus un peu parce que c'est vrai que je pense qu'il va falloir une petite Mais tu vois, tout à l'heure on parlait des formations, etc. Et on disait le meilleur moyen pour apprendre l'événementiel, c'est de faire. Typiquement, nous on le dit souvent à des jeunes qui nous interpellent pour avoir des apprentissages ou pour savoir comment se former à l'événementiel. On leur dit déjà faites bénévole sur un festival. Totalement. Ouais. Donc tu peux aussi vendre ça. Ouais. Vous voulez apprendre l'événementiel, faites bénévole sur un festival. C'est la meilleure école. Non mais c'est sûr, et ça permet vraiment d'être intégré à l'intérieur même d'un festival et de découvrir ce qui se passe et comment ça marche, quoi. Donc, si quelqu'un nous regarde et veut devenir bénévole, il envoie un message sur Un CV, ouais. Un CV. Un CV, Ouais. carrément. Un CV, carrément. Avec une photo de profil, tout ça? Ok, pas de souci. Une lettre de motivation. Bonjour, je veux devenir bénévole. Ok, super, t'es pris. Super. Allez. Bon, c'est cool, on a bien dégrossi le sujet de festival. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez parler autour du festival qui vous paraît important, qu'on n'aurait pas évoqué? Non. Elle est stressée. Non, je sais pas, j'ai les ouais. chiffres, j'ai les faits. Là, c'est bon, là, j'ai tout dit. C'est arrivé stressé. Là, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez une anecdote chacun sur votre
sur votre festival passé, On en a une. Ah, ok. soit dans la préparation, soit dans le jour J, quelque chose qui peut être un peu croustillant pour l'audimat. Une anecdote peut-être sur le futur de ton festival qui arrive. Est-ce que tu as des choses Même sur les anciennes orléanaises. sur des artistes qui étaient pas cool. On balance. Ou qui étaient très cool. Ou voilà, du fun fact. Sur l'Electropool Party, pas trop. Enfin, moi, j'en ai pas. Bah, on a plein d'anecdotes, mais tu veux pas les dire. Alors, Bam allez, hop. alors vas-y. Non, mais la dernière anecdote qui est pas trop fun, mais qui nous a quand même causé des soucis, enfin en tout cas des stress avant l'événement. On a eu le Covid évidemment qui a stoppé nos éditions, et puis l'année dernière on s'est dit il va faire beau apparemment. Enfin il était en train de réactualiser son côté au ciel et il faisait beau, tout se passait bien, on avait bien vendu au niveau de la billetterie, on avait un super line-up, on était tous très très contents de l'édition. Et puis la veille on annonce des émeutes sur Blois parce que c'était à l'époque. Alors c'était quoi Et les émeutes urbaines, c'était ça. Et ils avaient tout émeutes cramé urbaines. dans les Le commissariat le quartiers nord de jeudi Blois. soir. Et nous, on passait le samedi Et soir. en fait, le tour, et en fait, le Sweet FM Tour, les pauvres qui étaient la veille de nous, ils avaient été annulés, donc billetterie gratuite. Donc, ils avaient été annulés par la préfecture. Et nous, on était au téléphone avec le préfet qui ne se prononçait que à 14h le lendemain. Et nous, notre événement commençait à 16h. Voilà. Donc là, on était... C'est bon. En fait, il y avait le préfet, en voyant ces émeutes toute la nuit, a dit l'événement gratuit le vendredi soir, pardon, donc le Sweet FM Live, on l'annule pour le coup parce que en plus jeu compliqué à maîtriser, concert gratuit, enfin très très compliqué, donc on prend pas les risques, on annule tout. Tous les petits événements qui avaient lieu en centre-ville ont été annulés aussi. Et vous, on sait pas. Ça va dépendre de comment sera le climat en ville le vendredi soir. Voilà, donc en gros, s'il y avait eu d'autres émeutes, s'il y avait eu d'autres casses et tout, je pense que c'était mort. Et donc, là, pour le coup, j'ai veillé pas sur la météo, j'ai veillé sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passait dans Blois le soir même. Oui. Et puis la communication de crise, nous, en interne, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer à tous les gens avec qui on travaille, y compris bénévoles ou entourage, etc., de rien communiquer, de pas dire qu'il fallait, de pas mettre de pression à la préfecture, genre, il faut absolument maintenir le festival, etc., mais à l'inverse, de pas communiquer sur le fait que ça peut être annulé non plus. Enfin, en gros, c'est omerta, on attend, et nous, on recevait des messages, évidemment, des partenaires, des gens qui avaient acheté leurs billets et tout ça, et on répondait que pour l'instant, c'est maintenu, et on attendait de ça. Mais voilà. Ouais, sur le festival, j'ai envoyé des messages à Cédric. Voilà, c'est ça. Comment, du coup, pour demain, Et nous, on t'a dit, c'est maintenu. Ah, c'est maintenu, maintenu. c'est maintenu. 9h, 10h, Et je pense qu'il y aura encore un message. C'est maintenu. C'est maintenu, ouais. Donc, mais ça, c'est quand même une anecdote. Ah, c'est une à belle dire. anecdote, ouais. Après, j'aurais des trucs à dire sur les artistes, mais c'est pas, je sais pas si. Moi, j'étais plutôt parti sur ça, c'est pour ça. Non. Sans Eh citer ben, le nom, après. Non, mais je vais citer un nom, tu rigoles. On a un artiste qu'on a fait venir plusieurs fois. Et qui- Je vous rassure, c'était de l'eau dans les verres. C'était de l'eau. Non, C'est non, de l'eau. mais qu'on adore et qui est génial, en vrai, qui est un amour de gars et avec qui on adore travailler. Qui est... Non, pas du tout. Ça, non, sur Allsick, j'ai des choses, mais je les garde pour moi. Max. Non, je parle de Moziman qu'on a fait venir et qui est vraiment un super mec. J'ai rien à dire sur l'artiste, mais par contre, je suis quand même un petit peu vexée d'un truc. C'est que la première fois que je le vois, moi, je suis fan de l'artiste. J'adore ce mec-là. Et donc, je l'avais jamais Fan rencontré. du garçon Vraiment. aussi. Oui, bien sûr, j'aime donc ce t'es voilà, fan de j'aime la ce Starac, qu'il dégage. Oui, voilà, voilà. Non, mais je suis fan de ce qu'il dégage, etc. Et donc, Cédric le sait. Donc, au moment où il arrive, tu vois, avant de monter sur scène, Cédric me dit dépêche-toi, il y a Quentin qui est là, si tu veux le voir, c'est le moment et tout. Donc, moi, j'arrive, je cours, je me dépêche pour juste le saluer. Et là, au moment où on arrive, il nous voit arriver tous les deux, il dit salut les gars. Et je me dis voilà, toi le mec, il me confond. Alors non mais dans le contexte, Donc, ça m'a, dans le voilà. contexte, Donc, c'est ça, il mon faisait anecdote. nuit, il te voit de loin, t'es dans la Ouais, pénombre. voilà, mais Il- voilà, ça m'a brisé. mon Et rêve de femme. de côté de trois quarts, il comprend pas voilà. trop ce qui se passe. Et Parce voilà que mon Cédric lui anecdote. veut lui mettre une gauche. Il n'y a rien qui va. Bon, voilà, il panique, il monte sur scène. Vraiment, on comprend. Donc c'était voilà ma petite désillusion. Petit message pour Quentin, du coup. Petit message pour Donc, pour quand. l'extrait TikTok, ça sera Moziman me confond avec un garçon. Paf, hop, Voilà. en tendance. Il se fait shame sur Twitter. C'est parti. Sur pardon. Bah, c'est vrai que pour rejoindre ce que vous avez dit sur l'anecdote météo et contraintes de dernière minute, bah nous c'est vrai que c'était la météo, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il pleut en fait donc le vendredi toute la journée, le samedi il pleut le matin et donc du coup jusqu'au samedi midi on ne sait pas si on peut ouvrir ou pas. On a un call avec la mairie qui nous dit c'est pas possible, ça va être un enfer, il pleut trop, etc. Donc du coup réunion de crise
avec tout le monde, parce qu'effectivement, tu as des prestataires qui viennent sur place. Donc, on essaie de trouver déjà la bonne solution avec la mairie dans un premier temps qui nous dit OK pour reporter au lendemain, mais pas sur les mêmes heures, etc. Parce que ça va être trop compliqué. Vous finissez à 22h, puis à 22h un dimanche, c'est non pas envisageable, etc. On a déjà trouvé le bon compromis avec ça, acter ça. Et une fois qu'on avait acté ça, du coup, voir avec tous les prestataires qui agissent du coup sur l'événement, s'ils sont dispo le lendemain, etc. Forcément, il y a des frais aussi qui peuvent exploser de par ces conditions. Et donc, du coup, on a dû faire step by step, étape par étape, du plus logique, entre guillemets, jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Donc, déjà, voir les prestataires techniques s'il est OK, s'il peut rester là le lendemain, etc. Les partenaires, est-ce qu'ils sont présents? Et de fil en aiguille, trouver la bonne solution. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, je crois qu'on a annoncé le report 45 minutes avant l'ouverture. Après, il pleuvait vraiment beaucoup, donc on ne s'attendait pas forcément à avoir du monde. Heureusement, le lendemain, il faisait super beau. Et donc, on a décalé, on a fait 2 heures de moins, on a raccourci de 2 heures l'événement et on a décalé au lendemain. Mais c'est vrai que ça a été pendant 1h30 des appels avec la mairie qui doit appeler un tel pour valider, etc. Et les prestataires qui, eux, de leur côté, doivent faire le nécessaire pour réussir à nous suivre. Donc ça, c'est quand même cool d'avoir des gens qui croient au projet, qui vous suivent, qui vous disent oui, qui comprennent aussi les situations. Et parce que la plupart des prestats nous ont pas forcément facturé beaucoup de frais en plus, etc. Ne serait-ce que l'humain, ce qui est logique. Mais pour le coup, ça a été vraiment chill de ce côté-là et on a réussi à faire une belle édition. Et c'est vrai que la météo, c'est quand même le gros point sur les événements en extérieur qui est imprévisible. Et franchement, c'est compliqué effectivement de vivre avec ça parce que ça peut vraiment ruiner un événement comme ça sur lequel tu bosses effectivement, comme vous l'avez dit, des mois quoi. Donc ouais, c'est complexe. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, ce que tu disais au tout début de ce podcast. Bien s'entourer de bonnes météos. Je pense que Cédric a même embauché un météorologue. Il a le numéro d'Evelyne Delia dans son téléphone. Je comprends pourquoi c'est Pierre qui va là-bas faire de la vidéo. Pierre est accro à la météo aussi. Il a un site météo exprès. Il suit la météo des agriculteurs. Moi aussi, je vais sur celle-ci. Météo des agriculteurs n'a aucune faille pour Pierre. Non, mais si, il y a des failles. Oh là. Il y a des failles depuis quelques temps, donc j'ai pu... Pierre valide. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu regardes et que ça bouge dans le mauvais sens et que tu vois le nuage qui s'est rapproché du Et terre. t'as l'impression que ça bouge toujours dans le Ouais, mauvais sens. exactement. Oui, carrément. J'essaye de souffler, voir si C'est très chiant. Cédric, une petite anecdote? Non, alors moi c'est sur les demandes des artistes qui me font toujours halluciner. Ça, voilà, dans les demandes des artistes dans leur globalité. La gestion du manager aussi, puisque en fait avant l'Electropool Party, on a co-organisé à Tours, au Grand Hall de Tours, les fourchettes soniques, les nuits électro, où on a fait venir des grands DJ comme Don Diablo, comme Martin Solveig. Voilà, et donc ouais, les artistes sont toujours en général adorables, vraiment. Après, on a eu des petits cas de coupure de son, de grosses prises de tête avec les managers qui jouent leur rôle, mais qui jouent leur rôle en général dans l'excès. Et ils ont tout le temps des demandes en amont sur notamment ce qu'il faut dans la chambre d'hôtel, ce qu'il faut dans la loge. Et donc oui, on a eu des demandes un peu loufoques. On nous a demandé un billard, on nous a demandé des caleçons propres sur le lit de l'hôtel, on nous a demandé une magnette de la ville de Tours, de la ville en question pour le coup, que l'artiste ramenait toujours de tournée et donnait à sa grand-mère. Donc en fait, sur son frigo, la grand-mère devait avoir Osaka, Los Angeles, Tours. Ma mère me le demande aussi. Chaque date de tournée que j'allais, une ville où j'ai jamais été, elle me demande les magnettes. Il y en a plein sur son frigo. Avec des photos. Si tu veux, on a un bénévole dédié à ça, on peut te l'envoyer. Bénévole. Et aussi, je sais qu'avec Offenbach, on demandait toujours 2 à 3 cartes postales de la ville où on arrivait pour pouvoir des fois envoyer quand on avait le temps. C'est vrai que c'est des demandes qui sont quand même pas mal. Ok. C'est moins atypique qu'un caleçon propre. Non. 2 caleçons propres. C'était 2 caleçons propres. Il veut être serré, c'est pour ça. Pour la petite anecdote, c'est du off, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire des machines de leurs boxers qui sont tout le temps en tournée. Donc en fait, ils les jettent et ils en mettent des neufs. Ah d'accord. Ça veut dire qu'ils mettent des 900 les laver. Ouais. Ça, c'est pas bon. C'est plein de colorants. Ça, les mecs, quand ils vont vieillir, problème de stérilité. Tata Charlotte, bonjour. Ça va les gars. Le podcast va continuer. On va partir sur le sujet. Gentil, il dit Tata Charlotte, pas Mamie Charlotte. Non, c'est pas pour bénévole en médecine. Secouriste sur le festival. Secouriste, ça. Protection C'était du off, donc c'est bon, c'est coupé. Ce que je viens de dire. Il a lâché un regard. C'est bon. Salut.
Pour conclure un peu l'histoire des festivals, faire un lien entre nous, entre Multid et vous à l'événementiel, pourquoi l'image est aussi importante pour un événement? On parle c'est la première, quand tu organises un festival pour la première fois, la première édition, tu te rends compte pour le coup que l'image est importante puisque tu pars avec rien en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à démarcher les mairies, les DJ et les partenaires en expliquant le concept de ton festival, et c'est très bien, c'est génial, mais montrez-moi des photos, il n'y a rien. Voilà, donc la première année, en effet, tu pars avec rien et c'est là que tu te rends compte que quand on a des belles photos, des sourires, des vidéos, des after-movies où pendant 2 minutes tu vois l'ambiance du festival, l'histoire que tu as voulu créer en images et que tu présentes ça derrière aux partenaires, aux prestataires, aux municipalités, etc. C'est beaucoup plus facile à vendre et même auprès des artistes, même des fois surtout auprès des artistes. Donc l'image est essentielle aussi bien pour vendre notre festival que pour communiquer forcément sur les réseaux sociaux. On est en plein dans le temps de l'image et de la vidéo, donc on a besoin de vous. Et l'image maîtrisée surtout. C'est-à-dire que l'image, faite par des professionnels, des gens qui maîtrisent la façon de filmer ou de prendre des photos. Non, mais c'est pas pour faire de la lèche que je dis ça, c'est que nous, on s'est retrouvés parfois sur la pool party notamment, avec des photos qui pouvaient sortir dans la presse classique, des photos prises par des gens ou par des journalistes pas spécialisés, des journalistes qui sont là, qui prennent une photo, et la photo est pas hyper bien prise, parce que ça va montrer justement peut-être quelqu'un qui est en train de vider une poubelle à un endroit, ou en arrière-plan, il y a finalement un gros trou vide parce que à ce moment-là, il y avait personne... Et ça ne met pas forcément en valeur le festival. Ouais. Donc finalement, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des prises d'images qui correspondent à ce qu'on veut montrer et à l'ambiance qu'on veut diffuser. Mais encore plus, photographe, alors oui, c'est un vrai métier, mais il y a tellement de... Est-ce que ça c'est dangereux de dire ça ici. C'est un vrai métier. Photographier de l'événementiel sur un festival, c'est encore plus... on n'est pas sur une photo qui est figée, on n'est pas sur une photographie de mariage, on n'est pas une photographie sportive, on est sur une photographie où les gens sont tout le temps en train de jumper, de vivre, de rigoler. Et là, pour le coup, il faut savoir capter des instants qu'on n'aurait peut-être même pas nous imaginés. Et pour le coup, vous savez parfaitement le faire à chaque fois, c'est pour ça qu'on vous reprend d'une année sur l'autre. Mais ouais, c'est un vrai travail et vous avez ce don de sublimer les instants. Ce don de sublimer les instants. Ça sera également écrit. Multid, ce don de sublimer les instants. Nouveau slogan pour 2024, les gars. Changement de site web, Mathias. Par contre, ce sera facturé, les gars, parce que... De toute façon, on a une plaque à refaire, donc autant écrire des trucs dessus. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai pas grand chose à rajouter, mais je rejoins Cédric sur ce qu'il a dit sur effectivement produire du contenu. Nous, ça a été vraiment notre force sur la première édition, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment de rien. Ne serait-ce que des idées, forcément. Mais une fois que tu réalises quelque chose, je pense que c'est le moment le plus important, c'est effectivement d'en sortir tout ce que tu peux pour effectivement derrière pouvoir promotionner ça. C'est-à-dire que nous, comme on n'avait pas de partenaire au début, on est parti de zéro et que la seconde année, on a dû aller chercher des partenaires, etc. Notre seul levier, quasiment, c'était déjà d'avoir fait l'événement une première fois, c'était une chance. Et du coup, d'aller proposer et montrer ce qu'on avait fait. Parce que le concret, il n'y a que ça de vrai, quoi. Le gars, tu lui montres effectivement ce que tu as fait, tout de suite, ça parle. Alors que quand tu sors un PDF avec des slides, ça marche, mais ça peut marcher, mais c'est plus compliqué, quoi. Je fais des super PDF avec des slides. Fais attention à toi. Ça marche quand même. Non, ça marche, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un atout en plus, tu as une carte en plus que tu peux montrer, et forcément, ça a un impact complètement différent. Pour démarcher des nouveaux partenaires. Bien sûr. En termes financiers, ils ont besoin de concret et ils comprennent le fait de ne pas avoir de contenu, mais en tout cas, quand vous en avez, c'est mieux. Bien sûr. Hein. Oui. Ok, on va repartir un peu sur vos parcours perso. Comment vous en êtes arrivé là à créer un festival et même pour créer des événements, toi aussi créer des événements? Ce qu'on fait à peu près la même chose. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Moi, j'ai un peu le même parcours que Simon de base, c'est-à-dire que je mixais, j'étais DJ. Après, j'ai fait la rencontre de Multid et ils m'ont accompagné pas mal de temps, les gars, sur pas mal de dates. Je me rappelle de ma première date avec Miko. Ouais. J'étais au Zénith de Paris, j'étais tout seul dans ma loge avec Miko. C'est la première fois que je faisais un Zénith pour la première partie d'Electrochoc de Virgin Radio. Et ensuite, exact. Du coup, j'étais DJ résident chez Virgin. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le milieu de l'événementiel, etc. En tant que DJ notamment. Et donc, du coup, ça m'a permis de voir plein de spectres d'événements, parce que je mixais pour tout type d'événements. Vraiment, je faisais la totale chez Virgin. C'est-à-dire, je faisais les événements de la boîte en privé, je faisais les before électrochoc, etc. Les afters aussi.
Tu veux qu'on raconte C'est une anecdote là. En vrai, pour les anecdotes, j'ai commencé à tourner avec Gaëtan. En fait, ma première tournée vraiment avec des artistes, c'était avec Gaëtan, avec Virgin Radio. Ouais. On faisait vraiment toutes les électrochocs, quasiment à quelque chose près. Ouais. Et c'est là que j'ai fait ma première tournée, vu que Miko était plus là, du coup, il avait fait la première avec Gaëtan, et Miko était parti en tournée avec DJ Blend ou Snake déjà à l'époque. Et voilà, et après, ça a commencé par là, et après, c'est comme ça que j'ai rencontré Offenbach, Kungs, ces artistes-là, on les a rencontrés en Virgin Radio, en électrochoc, dans les tournées des Zénith. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, moi, je me suis passionné vraiment par l'événementiel, donc j'ai créé ma boîte. Premièrement, pour faire passer mes dates en tant que DJ dessus. Et ensuite, je me suis rendu compte que avec la cartouche Virgin, c'était assez intéressant, que j'avais la possibilité de booker d'autres gars à ma place quand j'étais pas dispo. Donc, c'était plutôt une agence de booking artistique vraiment à la toute base qui a vraiment pivoté pendant le Covid, où je me suis dit, OK, j'en ai un petit peu marre de ce que je fais actuellement chez Virgin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire ? J'ai déjà ma boîte. Est-ce que pivoter vers une agence événementielle, entre guillemets, à part entière, c'est pas intéressant ? Et donc, du coup, j'ai vraiment travaillé à fond pendant le Covid sur ça. Et je me suis dit, je pense que ça peut vraiment être cool. Surtout que j'avais pas mal de contacts, du coup, grâce à Virgin avant sur Paris. Et donc, du coup, c'est clairement ce que j'ai fait. Et là, depuis 2 ans, c'est ce qu'on fait. On fait des événements pour des entreprises. Donc, au quotidien, ça peut être des séminaires, des soirées d'entreprise, des lancements de produits. On aime bien travailler avec des marques aussi un peu inspirantes, où il y a un peu de créativité et tout. Donc, ça, c'est assez cool. Et voilà. C'est cool. Charlotte et Cédric. C'est Cédric qui va dire. Ben non, mais toi. Bah commence. Non, toi commence. Toi d'abord. Mais non, ça va pas dans l'histoire, c'est mieux si c'est toi qui commence. Parce que Cédric, il veut faire de l'événementiel depuis qu'il est en CE2. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, le storytelling, c'est ça. Ok. C'est ça, là C'est c'est ça. storytelling time. Non. Ouais, ma première fête, j'ai organisé en CE2. Ouais, j'ai organisé une fête de fin d'année sous le préau, voilà, de mon école. Où j'avais dit, toi tu chantes, toi tu fais de la danse avec ton pote, toi tu fais des jongles avec ton ballon, voilà. Et donc c'était mon premier spectacle. Et en effet, vraiment, je me suis rendu compte que c'était cool d'organiser des fêtes. Et d'ailleurs c'est comme ça que je présente mon activité aujourd'hui à mes enfants. J'organise des fêtes pour les gens. Et puis en fait, à toutes les périodes de ma vie après l'adolescence, la partie étudiante, j'ai toujours été président d'un BDE, voilà. Et on organisait toujours. D'ailleurs à Orléans, on a fait. J'étais le premier à mettre en place avec... En 1972. Non, mais t'avais des soirées étudiantes dans tout Orléans tous les jeudis soirs qui commencent. En général, soit c'était de 19h à 23h dans un bar, soit c'était de 23h à 5h du matin en boîte. Dans un club. Et j'ai dit, si on faisait, un truc tout con, on faisait les 12 heures non-stop de teuf. C'est-à-dire qu'on fait de 6h du soir jusqu'à 6h du matin dans un bar, puis dans une boîte. Voilà, on a fait 2 soirées en une. Visiblement, on était les premiers, enfin moi, ça me paraissait tellement évident, on était les premiers à mettre ça en place à Orléans, encore une fois en 1912, donc à mon avis depuis ça se fait un peu plus. Mais voilà, donc on a organisé des grosses soirées étudiantes sur Orléans. J'étais à Olivet, à l'IUT-GE, au sud de la ville. Et puis voilà, donc j'ai toujours voulu organiser des fêtes, essayer de créer des événements un petit peu uniques qui sortaient, créer des expériences, créer des choses qui n'existaient pas forcément. Donc voilà, c'est ancré en moi depuis très 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 longtemps. Et puis après, donc il y a eu l'assaut Electro Lab Events parce que je suis un passionné d'électro aussi depuis des années. Donc les nuits électro à Tours. Et puis tout ça, de fil en aiguille, a permis la création de Juillet. Et là, c'est la transition pour toi. Oui, voilà, quelle pression. Alors moi, alors là, comment j'arrive là, c'est vraiment le hasard des rencontres. Hein. C'est-à-dire que, alors j'ai fait des études de communication, mais moi je suis plutôt un profil sur la création de contenu et notamment l'écriture. Hein. Moi j'étais plutôt sur la com, à l'écrit pour des collectivités. Ouais. Et j'ai notamment fait des études sur la com pour les collectivités, institutions. Donc tu vois, c'était vraiment un truc beaucoup plus cadré, beaucoup plus rangé. Et voilà, j'ai connu Cédric dans les soirées siècle dernier. Et donc, quand il a créé son association, je crois qu'au départ, il m'a demandé non pas pour ma grande connaissance du secteur électro, ce qui n'était pas le cas, mais pour justement le côté comment on va structurer une association et comment, si on fait un événement d'ampleur, on va pouvoir sécuriser les choses. Et, tu étais secrétaire de l'association assez rapidement. Secrétaire de l'association, c'était mon premier poste. Et puis, effectivement, dans le déroulé, c'est ça, c'est des rencontres, c'est des artistes qu'on rencontre, c'est des prestataires qu'on rencontre. Et puis, on se rend compte que finalement, de créer des expériences, de créer des événements, c'est intéressant, que c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi apporter
à des entreprises, au territoire. Et puis les entreprises nous sollicitent de plus en plus pour dire ah, c'est sympa ce que vous faites sur la pool party, et moi j'aimerais bien que vous organisiez mon inauguration, etc. Donc voilà, on réfléchit à comment on peut créer une entreprise. Et on a vraiment réfléchi avec Cédric parce qu'on était tous les deux dans des postes, dans des entreprises, voilà, et on n'avait pas envie de se dire on quitte l'entreprise pour créer une agence événementielle basique. On avait vraiment envie de faire quelque chose qui nous ressemblait, avec une vraie philosophie derrière et l'envie de faire des événements vraiment, des vraies expériences, voilà, des événements vraiment particuliers. Et donc on a mis peut-être 1 an, je sais pas, à réfléchir au projet, à le construire la marque, trouver le nom, réfléchir vraiment à ce qu'on voulait faire. Et puis au moment où on est prêt pour le lancer, c'est donc décembre 2019. C'est ça, en gros. Et bien voilà, on est sur janvier-février, le Covid qui arrive. Et donc, à ce moment-là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un signe, on se dit, on reste dans nos boulots et tant pis, en fait, on va pas le faire ? Ou est-ce qu'on se dit, au contraire, c'est une vraie opportunité pour nous, parce que là, il va y avoir une petite pause. Alors, on pensait que la pause allait durer 1 mois. Hein. On a été un peu surpris par la longueur de la pause, mais on s'est dit, OK, on va profiter de cet instant-là pour vraiment bosser notre marque. On a rencontré des prestats. On a travaillé à fond sur ça pour être visible sur les réseaux sociaux. On a créé un podcast. Sous le rôle de Tour avec Max. On a fait Underroll. On a fait vraiment des événements comme ça en se disant comment on va créer l'événement, créer notre image. Comme ça, on avait du contenu derrière. Et quand le Covid a été terminé, on était prêt à se lancer. Voilà, l'idée, c'était de communiquer sur la marque, sur la philosophie de ce qu'on voulait, voilà, les événements que l'on voulait faire aussi, ce qu'on voulait produire. Et en effet d'être en lien aussi avec les partenaires, avec les prestataires, de les voir. Ils n'avaient rien à faire pendant le Covid, enfin clairement tout le monde s'ennuyait un petit peu. Vous étiez content de nous voir quand on vous a appelé pour Underroll, vous saviez pas que aussi de garder ce contact avec eux et ces relations pour mettre en place un projet presque collectif, pour qu'au moment où le Covid ça soit de l'autre côté de la page, et on soit prêt à démarrer, et on était prêt. Ouais, puis c'est aussi l'idée, voilà, quitte à créer ton activité, tu te dis, tu as envie de faire une activité qui te ressemble et de bosser avec des gens avec qui tu as envie de bosser aussi. Et soit c'est ce qu'on s'était dit, et puis j'avais vu, tu sais, sur Insta, une story d'Alexandre Astier qui disait ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un âge, en fait, où on a envie de travailler avec des gens avec qui on aime déjeuner. Si tu veux, les gens avec qui on n'a pas envie de déjeuner le midi, on bosse pas avec eux non plus, quoi. Donc, ça veut dire qu'on bosse pas avec tout le monde. Mais en tout cas, on fait des événements avec des prestats, avec qui on aime travailler, avec des clients qui ont envie de bosser avec nous aussi. Donc voilà, c'est une belle vie. Tu l'as dit joliment, parce qu'Astier, il a dit qu'il faut, tu ne veux pas travailler avec les gens avec qui tu ne mangeras pas, mais il disait les cons. Oui, mais parce que je suis... Astier disait les cons. Oui. mais oui. Gaëtan, on mange souvent ensemble. Ouais. Ah, pourtant. Oui, allez hop, celle-là, elle est dit. Sur ces magnifiques paroles de Charlotte, ça va être la conclusion de ce podcast. Est-ce que tu veux faire les remerciements, Alexis ? Non, c'est plutôt déjà quels sont vos futurs projets qui arrivent. Si vous avez des gros projets qui arrivent, comme toi Gaëtan, à part ton festival, si tu as des autres projets. Juillet, c'est quoi vos gros projets qui arrivent là, si on peut en parler. Et après, on conclura sur ça. Non, sur l'Electropool Party, clairement, on a une association qui est aujourd'hui capée pour organiser un gros événement sur l'année. On veut continuer, alors pas au niveau de la jauge, je vous l'ai bien compris tout à l'heure qu'on est un petit peu limité, mais au niveau de l'expérience, de toujours s'améliorer d'une année sur l'autre et pouvoir proposer aux festivaliers des choses différentes. Donc on va garder l'Electropool Party, on va continuer à le développer. On a une grosse pression pour le coup cette année, en dehors des émeutes, de la météo et tout ça. C'est que c'est un vrai tournant pour nous parce que il y a une deuxième scène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a 4 heures de festival de plus. Et il y a un budget surtout qui est presque x2 par rapport à l'année dernière. Donc voilà, grosse pression. C'est la fameuse pression, on a toujours dit dans l'événementiel, sur un festival de musique de la 5e édition. C'est soit tu exploses et ça reste au top, soit pose des vraies questions sur est-ce qu'il y aura une 6e, une 7e. Donc voilà, grosse pression cette année parce que gros enjeux financiers avec un line-up qui a coûté un petit peu cher. Mais voilà, c'est le sens de l'histoire. L'idée, c'est pas d'avoir toujours la même qualité entre la première et la 5e édition. C'est encore une fois d'avoir un DJ qui est dans le top 30 mondial, ça se paye. On en est très fiers, mais voilà, il faut que les résultats aussi derrière soient là.
Ouais, j'ai rien à ajouter. Après, si peut-être tu voulais dire c'est des projets pour juillet, en fait, c'est un peu lié, on va dire, et l'assaut et juillet. L'idée, c'est de faire toujours des projets qui nous ressemblent. Et donc, on reste un petit peu toujours sur des projets très artistiques. Alors, on a des très, très beaux projets, évidemment, qui arrivent en 2024. Et on va dire que le truc, c'est que ce sera toujours avec des super beaux artistes qu'on adore. Et on est très content que les clients nous fassent confiance pour leur amener des beaux artistes. Voilà. Bah, j'ai rien à dire de plus. Tout ce qu'a dit Cédric, ça s'applique aussi pour l'Orléanaise. Pareil, c'est notre 5e année. Pareil, au niveau du budget, on fait un x10 dessus. Il a tout dit, ça s'applique pour nous aussi. Effectivement, on va voir comment ça se projette, mais ça va être assez costaud. On a hâte d'y être, et en même temps, ça fait peur. Donc bon, voilà, c'est comme ça. On a aussi des artistes internationaux qui seront là, donc c'est quelque chose de bien différent de ce qu'on faisait avant. Et avec Aoyos, j'ai envie de dire, on va continuer de faire ce qu'on sait faire et accompagner les clients qu'on accompagne au quotidien sur leurs différents leviers événementiels. C'est du beau, c'est magnifique. C'était clair, net et précis. Je te laisse conclure sur tout ça et remercier. On est tout bon. Et remercier nos amis de chez Logitech. Oui. Merci Logitech, nos partenaires à l'année sur plein de choses, même hors du podcast. Donc ça c'est super cool. Rect aussi pour tout ce qui est bureau, chaises, etc. Merci Oplit pour le... Merci Oplit pour ça. Voilà, le simulateur que vous voyez juste derrière Alexis. Pierre attend que le podcast se finisse pour aller jouer, bien sûr. Mais voilà, un grand merci à tous, un grand merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir répondu à notre appel, qui est un grand appel, on le sait tous. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast numéro 6 sur l'événementiel. Qui est le premier épisode de cette 2e saison. Il est vrai, c'est le premier épisode de la saison 2 du Ping Pong Show. Tu m'as coupé, là je suis complètement perdu, là c'est bon, c'est fini. Merci du coup à Logitech pour leur partenariat et à tous nos autres partenaires comme Rect ou Oplit. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à suivre Aoyos et l'Orléanaise, et n'hésitez pas à suivre Juillet et l'Electropool Party. Des infos, elles viennent sur leurs Instagram directement. Et puis nous, on vous dit à très vite pour un prochain podcast. Salut. Salut.